Soko, la forêt pimentale. Non, les mondes de la lune. Habitants cher la terre. Nos Congo profond. Zinga. Tous les soirs, à partir de la barbarie, utopie ou nécessité. Waouh! Je ne sais pas si vous êtes porté par cette énergie de ce qu'on vient de vivre, mais c'est juste extraordinaire. Depuis Papa Slam, depuis Gabriel et sa musique envoûtante, ce défilé extraordinaire, je suis portée. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'estime de soi. Pourquoi? J'ai été portée par ce projet qui a démarré en 2014 déjà, puisque le comité existait depuis 2014 et avait déjà fait de belles actions. Et en juillet 2010 de l'année dernière, nous avons décidé de relancer en faisant différentes choses. Et le projet voulait toucher les jeunes, les scolaires et également le grand public au travers d'actions et de conférences. Et j'avoue que j'ai été, comme tous les membres du comité, nous avons été véritablement portés par cette décade. Nous avons fait des rencontres incroyables, nous avons accueilli de brillants conférenciers, des personnes extraordinaires, autant dans la danse, Vaïti, enfin vraiment un programme très chargé, des personnes magnifiques, chacun a pu participer, contribuer à ce projet. Et aujourd'hui, nous terminons le cycle avec nos 2 conférences et demain, au Diamant, nous allons pouvoir clôturer véritablement avec une célébration. À Cap 110, tout à fait. Merci, monsieur. Donc, je l'ai indiqué à partir de la barbarie, utopie ou nécessité. Nous sommes dans un monde qui est en pleine accélération. Ça a commencé avec l'arrivée d'Internet, l'arrivée du mobile, où ça a complètement transformé les codes, complètement transformé beaucoup de choses. Et on parle de monde VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. D'accord ? Et tout ça, c'est cette complexité des structures, l'augmentation de la charge de travail, je vous parle de ça parce que c'est un peu mon dada professionnel, l'intensification des rythmes de travail, l'accélération du temps. Vous savez qu'on a maintenant mesuré que nous en sommes à 16 heures sur 24. On croit qu'on fait 24 heures, mais on est à 16 heures. Donc en fait, les technologies s'accélèrent pour s'adapter justement à cette accélération du temps. Les technologies, notre plasticité neuronale également est obligée de suivre. Hein. Ça, il faut le savoir. Donc, l'accélération du temps, et puis ce système capitaliste qui est en train de s'effondrer, on le voit bien, hein, avec ce système de domination, dominant-dominé, etc., qui est vraiment mis à mal, ne serait-ce que par les gilets jaunes, et par plein d'autres, on voit cela. Et effectivement, la maladie du siècle, qu'est-ce que c'est? Le stress. Parce que tout ça, quand je parlais de plasticité neuronale, plasticité cérébrale, et bien effectivement, ça nous demande une adaptation permanente. Le vidéoprojecteur ne marche pas, stress, d'accord? Donc ça nous demande une adaptation permanente. Et les gens malheureusement qui n'arrivent pas à s'adapter, eh bien on va le voir, c'est difficile. Ils sont en stress jusqu'à plus mal. Ok? Alors, voilà. Alors, nous sommes donc dans ce monde, dans un système néocolonial qui est toujours en vigueur, parce que Maître Germani nous a fait une brillante intervention pour nous expliquer toute l'évolution juridique du Code noir à la loi Taubira. Et en fait, j'ai appris que le Code noir, figurez-vous, est toujours d'actualité, puisqu'il n'est pas, il est toujours en vigueur, parce que la loi n'a pas été abrogée.
D'accord? Donc nous sommes toujours sous le code noir. Peut-être que l'esclavage peut revenir, on ne sait pas. Alors, une histoire complètement falsifiée. On a eu 10 jours pour en parler. Voilà. L'aliénation du blanchiment, je l'appelais comme ça, parce qu'en fait, il s'agit d'oublier l'histoire pour mieux adapter l'histoire du blanc, pour mieux adopter l'histoire du blanc, ses références, et devenir des métis créoles, par exemple. Voilà. D'accord? Donc, des métissés, des métis, on ne sait pas trop de ce qu'ils sont, mais bon, ils sont métis. Le génocide également par substitution, peut-être que vous entendez parler de ça, le départ des jeunes, d'un autre côté, vu ce qu'on leur propose, je peux comprendre. Le remplacement, hein. Les postes de direction, moi j'interviens dans beaucoup d'entreprises où je vois les chefs de service, les managers afrodescendants, d'accord, et hop, attaché de direction, ça s'éclaircit. Quant à la direction elle-même, c'est très pâle. Ah bon. Acquisition des terres, aussi, le problème des terres. Bien. Donc ça nous amène encore à quoi? Un mal-être profond, une dévalorisation permanente. Ok? Ce système, il y a aussi l'extermination progressive qu'on pourrait se demander avec la stérilisation des femmes. Madame Vergès avait expliqué comment à La Réunion, comment même dans nos contrées, il y a eu une stérilisation non consentante évidemment des femmes. Ok, les vaccins, bon, c'est le chlordécone, etc. L'alimentation toxique, je pense notamment à ces produits hyper sucrés, beaucoup plus sucrés que ce qu'on donne, ce qu'on donne en France. La dévalorisation, la négation permanente, humiliante de l'afrodescendant, la sous-représentation du noir, en gros, dans toute la société, puisque un afrodescendant, en dehors d'être bon coureur de par ses capacités physiques et bon danseur parce qu'il a ça dans le sang, il ne sait pas faire grand-chose d'autre. Donc, du coup, tout ça peut aussi entraîner la maladie. On va le voir pourquoi et comment. On a également une économie qui est menée par une caste qui favorise quand même la dépendance aux importations. Je suis allée regarder. Je regarde les sources de l'IEDOM. Importation de la Guadeloupe, 2 747 000, un peu moins pour la Martinique. Exportation, 264 millions. Il y a 2 milliards qui sont perdus là. Donc 2 milliards d'importations de plus par rapport aux exportations. Le consumérisme avec une logique du plaisir. Nous sommes vraiment dans une société de consumérisme. La logique du plaisir, du divertissement. Divertissement aussi par le sexe, hein, parce que ça aussi c'est aussi, voilà, on est dans le plaisir à court terme, bien sûr. L'essor spectaculaire des jeux de hasard. Savez-vous que les entreprises de jeux de hasard sont les plus florissantes, devinez où? Aux Antilles françaises. Dans les pays sous-développés. Pourquoi? Parce qu'elles vendent du rêve, donc forcément c'est là qu'elles sont les plus développées, les plus riches, en Afrique notamment. Voilà, le dérèglement des dynamiques sociales, avec des grèves à répétition, on connaît, le manque de vision peut-être, avec des projets stratégiques, économiques et culturels qui sont pas toujours très clairs. Un drapeau pour les sportifs, peut-être qu'on va faire un drapeau aussi contre le cancer, un drapeau contre quelque chose, je ne sais pas. D'accord? Donc tout ça, ça nous amène des conflits. Alors, on parle de mal-être, de dévalorisation. Ça se traduit par quoi? Le nombre de suicides, alors je ne vous ai pas mis le chiffre, mais le nombre de suicides en Martinique dont on ne parle pas malheureusement n'est pas très beau. Une par semaine. Un par jour, un par semaine. Les chiffres, un par jour. Vous imaginez? Un par semaine. Alors moi je n'ai pas, j'ai des chiffres contradictoires, c'est pour ça que je ne les ai pas nommés. Mais enfin ils sont juste horribles, hein. Vous voyez la proportion qui est énorme, beaucoup plus importante qu'en France. Pardon? Une par semaine en Martinique.
Des 3 par semaine. Nominés, non nominés. Tout à fait. La violence, alors la violence sociale, la violence dans l'éducation, la violence dans la communication, la violence envers les femmes. Alors, mon engagement, on va dire, a commencé, enfin, mon implication a commencé parce que je suis thérapeute et que je reçois en consultation individuelle des personnes qui me racontent leur histoire, qui me parlent d'une violence dans l'éducation qu'elles ont vécue, qui sont qui ont des postes, qui ont des statuts, etc. Mais par contre, quand elles commencent à me parler de la petite fille, petite, qui de par sa couleur, parce qu'elle était la crasse du boyau qui sortait, qui me parle de choses tellement douloureuses que je me suis dit non, moi j'ai pas envie que ça se perpétue. Et c'est pour ça que ça a favorisé mon engagement, mon implication dans tout cela. Donc cette violence qu'on voit en Guadeloupe, on a été numéro 1, voilà, j'espère que ça diminue largement, mais donc cette violence sociale est juste terrible. Et puis le neck contre neck qui nous vient de notre cher Willie Lynch, puisque c'était vraiment une stratégie de domination, de pouvoir monter le père contre la femme, contre la mère, l'enfant contre ses parents, etc., etc., de monter les uns contre les autres. Et vous voyez combien c'est compliqué, moi je le vois dans les entreprises, combien c'est compliqué de vivre ensemble, de travailler ensemble, de se faire confiance, d'avancer ensemble. On ne peut pas, j'entends tellement de point de vue négatif, vous faites un pas en avant, on vous dit déjà fais gaffe, tu vas te planter ou on t'attend pour... D'accord, pardon? On va en parler. Alors, les comportements névrotiques, la peur, la méfiance, le rejet, la jalousie, les égos surdimensionnés, les besoins de reconnaissance exacerbés qui viennent d'ailleurs d'un manque d'estime de soi flagrant. Quand vous êtes en manque de reconnaissance, forcément, manque d'estime de soi, j'ai besoin de la reconnaissance de l'autre pour exister. D'accord? On va voir ça. Déstructuration de la cellule familiale. Quand je vois en Afrique, ce qu'on avait d'ailleurs, le clan, la famille qui élevait l'enfant, la société, le voisin, tout le quartier élevait l'enfant. Maintenant, on est dans une société extrêmement individualisée où tu ne touches pas à mon gosse, c'est le mien, ça m'appartient. Des familles mononucléaires qui survivent avec cette structuration-là. Donc, évidemment, source de mal-être. Alors, j'ai trouvé dans le domaine, dans l'entreprise, un entrefilé dans une étude très poussée de l'Observatoire martiniquais de la santé. Un salarié sur 4 en Martinique, c'est-à-dire 25% des salariés, ce qui est quand même énorme, souffre de pression psychologique. Pression psychologique, il faut savoir que on parle de RPS, risques psychosociaux dans l'entreprise, absentéisme, retard, les maladies de courte durée, etc., etc. Une prévalence chez les femmes, et c'est un chiffre qui est plus élevé sous nos cocotiers qu'au national. D'accord? Alors, il faut quand même savoir que la France est le consommateur mondial de psychotropes. Ok? Et que, effectivement, si nous en plus on souffre de stress encore plus, vous imaginez la consommation de psychotropes anxiolytiques, antidépresseurs et compagnie que ça peut donner. Alors, bien sûr que ça nous apporte, on en arrive à des atteintes sur notre santé physique, des atteintes sur notre santé mentale. Tous les maux, j'en ai fait une petite liste, enfin ce sont toutes nos maladies sur lesquelles on est numéro 1. Notre petite île peut dire qu'on est numéro 1 du cancer de la prostate, numéro 1 de toute qualité de cancer. Hypertension, diabète,
etc. AVC, d'accord. Santé mentale avec des déprimes, des dépressions, on a parlé des suicides, des burn-out. Je reçois tellement de personnes en burn-out, c'est juste incroyable. L'apathie, perte de confiance en soi, sentiment d'échec, perte de sens. Perte de sens. À quoi ça sert tout ça et pourquoi voilà. Et du coup, c'est beaucoup lié évidemment à nos peurs. Alors vous allez comprendre que cette notion de peur, elle est fondamentale parce que si on est guidé par les peurs, eh bien, ça nous amène tout cela. Je parlais d'un système néocolonial de prédation et puis cette affaire d'esclavage, auquel il faudrait tourner la page. Ça nous amène évidemment un mal-être identitaire, notre identité. Je reviens à la pyramide de Maslow. Alors Maslow, j'aime bien moi cette pyramide, bien qu'elle elle est en train d'évoluer largement, mais on va faire simple. Je vais vous parler de cette pyramide de Maslow. Maslow, qui est un psychologue américain, qui exprime en fait les différents besoins de l'être humain pour se grandir. D'accord? Ça commence par quoi d'après vous? Quels sont les besoins physiologiques de base? Manger, boire, dormir. Effectivement, si je ne mange pas, si je ne bois pas, à moins de limiter, enfin bref, ça va être compliqué. Manger, boire, dormir, oui. Et se loger, bien sûr, il me faut un toit, exactement, qui va m'amener la protection. On est d'accord, bien sûr. Ouais. Voilà, et avoir une maison. Donc effectivement, il me faut pouvoir manger, boire tous les jours, assurer pour ma famille la protection, la sécurité. Là aujourd'hui, est-ce que mon fils il est bien? Oui, il est en sécurité, il est là, oui, ça va. J'ai de l'argent pour payer la cantine, il va pouvoir manger, boire, ça va. Je me calme. Vous voyez que même au niveau le plus bas, le SDF, qu'est-ce qu'il cherche tous les jours? Il cherche 2 € pour manger, boire, un toit, un abri, se mettre en sécurité et chercher la protection. Il prend un chien. Bon, pas ici parce que c'est un chien, d'accord. Ok? Donc ça, ce sont les besoins de base. Si je n'ai pas ça, si je suis dans un CDI, si je suis dans un RSA, 23% de la population est au chômage, 25%, enfin les chiffres sont énormes, est au chômage, touche le minima social, qui nous permet bien sûr d'assurer un peuple sous contrôle, parce qu'avec ces minima sociaux, voilà, d'accord. Donc 23% de la population est dans un minima de survie. On est dans la survie, d'accord. Ensuite, une fois qu'on a ça, j'ai mon CDD, tout va bien, je suis fonctionnaire, 55%, je reçois, on est la société la plus importante, 55% de fonctionnaires, c'est énorme. Okay. Donc, une fois que j'ai mon CDI, super, je vais pouvoir avancer et m'intéresser à mon appartenance. À quel groupe social j'appartiens? Appartenance, si je me marie, est-ce que le clan de la belle famille là, va m'accepter? Ah bah non, ils sont guadeloupéens, ça va marcher. Si je suis trop noir, est-ce qu'ils vont m'accepter chez les trop blancs? Ou si je suis trop blanc, est-ce qu'ils vont m'accepter? Bon, bref, c'est compliqué. Ah, besoin d'appartenance, d'accord? Besoin également d'amour, d'estime de soi, avoir le sentiment d'être utile, avoir le sentiment d'avoir de la valeur. Tout ça, c'est hyper important. Et puis, reconnaissance. Et en Martinique, je travaille beaucoup dans les entreprises, par exemple, on travaille sur les valeurs. Parce que les valeurs, c'est ce qui nous guide. Si j'ai des valeurs, c'est ce qui va me permettre, après la vision, j'ai une vision et mes valeurs vont me donner une orientation dans ma vie. D'accord? Bah, figurez-vous que je suis toujours étonnée que l'une des valeurs principales qui sort, sur toutes les personnes que j'ai accompagnées à ce niveau-là, eh bien, c'est la valeur respect. C'est la valeur respect. Alors moi, ça m'a interpellée parce que la valeur respect,
quand on a peu d'estime de soi, on attend le respect de l'autre. D'accord? Et ça, c'est vraiment symptomatique. À partir du moment où j'attends le respect de l'autre, j'attends la reconnaissance de l'autre, on va le voir, bah, c'est compliqué, ma vie va être tout le temps dans un manque perpétuel, d'accord? Alors, reconnaissance, amour, est-ce que je m'aime suffisamment? Ou est-ce que les autres m'aiment? Est-ce que je suis aimée? Est-ce que j'ai été aimée petite? Est-ce que j'ai ce sentiment profond? Moi, je dis toujours à mes enfants, quand ils étaient petits, je leur dis, tu es bien sûr de savoir que ta mère t'aime? Tu es bien sûr? Est-ce que j'ai l'assurance que je porte cet amour-là, que je suis amour et que, voilà, que j'ai cette estime de soi? Voilà, l'important c'est de grandir cette estime de soi. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai l'amour, l'estime de soi, le sentiment d'être utile, le sentiment de faire du beau, comme nous a montré Sephora, eh bien évidemment, je peux commencer à m'épanouir, à me réaliser, à aller faire des projets, à aller grandir. Mais quand je n'ai pas ça, quand je suis simplement dans une affaire de survie, dans lequel on me maintient par l'amusement, la distraction, le jeu, vous avez vu, c'est super en Martinique, on sort du carnaval, on tombe dans quoi? On n'a pas fini le carnaval, c'est quoi après le carnaval? Noël arrive déjà au mois d'octobre, les fêtes de Noël, on n'a pas fini Noël, c'est février, le champagne, enfin, voilà. On est dans le jeu, l'amusement, tout, non, c'est super, c'est cool. C'est pas la Martinique seulement, on est d'accord. Mais en tout cas, on parle de chez nous, d'accord? Alors, réalisation de soi, épanouissement. À quel moment je vais pouvoir, voilà, être dans un véritable alignement pour m'épanouir et faire mes projets, exceller dans mes projets. D'accord? Alors, j'ai fait le parallèle, parce que je vais vous apprendre quelque chose de très important. D'accord? Nous avons un cerveau. Même mieux, nous en avons 3. Nous avons 3 cerveaux. Et j'ai fait le parallèle avec la pyramide de Maslow, vous allez voir. Nous avons ce premier cerveau reptilien, qui est le cerveau le plus archaïque, qui se situe au fond du crâne, à la base du crâne, et qui se termine dans la moelle épinière. Ce cerveau, c'est notre cerveau animal qui est réactif, qui démarre tout de suite, qui nous amène quoi? Qui nous amène la survie. C'est le cerveau qui nous permet de rester en vie. On va voir comment. On a le cerveau limbique. Lui, ce cerveau limbique, il est collé au cerveau reptilien. On parle le cerveau reptilien plus le cerveau limbique, on parle aussi de cerveau mammalien. Et donc, ce cerveau limbique, lui, gère les émotions. Les émotions, la mémoire, les apprentissages, l'instinct grégaire aussi, c'est intéressant parce que reptilien, on est dans le monde animal, grégaire, groupir, vous voyez le truc, appartenance. Vous avez vu qu'on peut passer de l'un à l'autre. Vous voyez, appartenance, c'est groupir, toujours être en meute, en groupe. Hein. On voit bien, les jeunes, ils aiment bien être dans leur cercle de référence, c'est important ça, pour exister. Et voilà. Et on a un troisième cerveau, c'est le néocortex ou préfrontal. Et là, c'est le siège de l'intelligence, le siège de la créativité, de la solidarité. On va y revenir. Le souci, c'est que, d'après vous, pour être en survie, lequel va démarrer le premier? Hein? Le reptilien. Pourquoi? Parce que si je me balade dans la rue, là, je suis dans mes pensées, je pense à mon amour, je me balade, je suis dans mes pensées, etc. Et je traverse la rue sans faire attention. Gros coup de klaxon du camion. Immédiatement, mon corps se raidit, les muscles se contractent, je fais un saut en arrière et j'assure quoi? J'assure ma survie. On est d'accord? Okay. Et tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Garça Malsa qui est allé au Maroc. Il est de retour, il est allé tenter de nous sauver là-bas. Je te laisse la parole juste après. Alors,
donc j'en étais au cerveau reptilien qui effectivement, comme il est réactif, immédiatement tout va se mettre en marche pour assurer ma survie. Je fais un bond en arrière. Parce que si j'utilisais mon préfrontal pour régler cette situation-là, j'évalue la distance entre le camion et moi, est-ce que machin, bon, c'est trop tard, d'accord? C'est mort. Donc, je vais avoir besoin, mon reptilien va se mettre en mouvement tout le temps. Mais le souci, c'est que, comme il est collé au limbique, comme il fonctionne avec le limbique, c'est réactif. Le limbique, je vous ai dit que sur les émotions. Ah, tu m'énerves, hein? Je suis tout le temps en stress, puisque le reptilien, c'est le monde du stress. C'est la peur. Parce que c'est la peur qui me permet d'être vigilante et de rester en vie. Vous comprenez? C'est la peur qui me permet de... La gazelle, si elle fait pas attention, elle mange. Le colibri, regardez comment il est tellement stressé qu'il surveille de partout d'où vient le danger. D'accord? Donc c'est cette notion de peur qui permet de rester en vie. Un enfant qui n'a pas cette notion-là, il va monter sur une petite branche qui pèse comme ça. Il n'a pas encore cette notion-là. Donc la notion de peur va nous permettre effectivement d'assurer notre survie. Sauf que comme nous sommes des grands adultes, on devrait pouvoir gérer ça d'une autre façon maintenant et accéder à notre néocortex plus facilement pour créer, développer notre intelligence. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence d'ailleurs? Pardon? La faculté de s'adapter, la faculté de trouver des solutions, effectivement. Trouver des solutions. Parce que figurez-vous qu'à chaque problème, il y a une, voire des solutions. Donc notre intelligence nous permet de nous adapter, de trouver des solutions. Et l'inverse du manque d'adaptation, c'est quoi? Si je ne sais pas m'adapter, c'est quoi? Inadapté. Le stress. Si je ne sais pas m'adapter, je suis en stress. Et si je suis en stress, je suis dans mon reptilien. Regardez, et je suis dans mes peurs. Peur de ne pas réussir, peur, on va voir les peurs. Est-ce que c'est plus clair? Donc là, vous voyez que le reptilien, il assure nos besoins physiologiques, nos besoins primaires de survie. Ok? Vous me suivez? Le néocortex, on est dans les besoins de réalisation de soi, d'épanouissement, de construction, etc., etc., et d'intelligence. Alors, regardez, je vous ai dit que le reptilien, c'est celui qui démarre le premier, ok, qui est réactif, contrairement au cortex, au préfrontal, qui lui est réflexion. Reptilien réactif, d'accord? Maman! Quand je suis au volant de la voiture, il y a beaucoup des reptiliens, je ne sais pas, ils ne sont pas là. En voiture, ok, on les voit les reptiliens. Pourquoi? Parce que le reptilien, comment il fonctionne? Deux façons principales de fonctionner. Pour rester en vie, comment ça se passe dans la jungle? La gazelle, comment elle fait? Pour rester en vie, elle observe, pas vraiment, non, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fuit et court. Et le lion, comment il fait pour rester en vie, pour attaquer pour attraper son main? Il attaque. Et voilà comment nous fonctionnons, l'attaque ou la fuite. Alors chacun son camp, il y en a qui sont spécialisés dans l'attaque, il y en a d'autres qui préfèrent la fuite. Ou l'évitement. Non, moi je veux pas de conflit, non, je veux pas de conflit, c'est bon, laisse, ne lui dis rien. Je ne m'affirme pas, je fuis. Ou au contraire, j'attaque. L'attaque ou la fuite. Mais ça répond à quoi l'attaque ou la fuite? Ça répond souvent à la peur. Alors vous allez me dire, peur de quoi? Quelles sont nos peurs? Hein? Oui? Peur de mourir, la première peur, bah bien sûr. La première peur, peur de mourir. Quoi d'autre? Hein? La maladie. La peur de la maladie, peur de tomber malade, surtout dans l'environnement dans lequel nous sommes, vous imaginez un petit peu? Peur de parler en public. Peur de parler en public, peur de se montrer peut-être, peur de passer devant l'autre, peur de s'affirmer, Peur de manquer. peur de manquer, D'amour. d'amour, D'argent. d'argent.
On est bien dans les besoins primaires, peur de manquer d'argent. On est d'accord? Peur d'être jugé. Peur d'être jugé. De nourriture, dit monsieur. De nourriture. Alors, peur de juger. Alors, moi, je veux y revenir parce que ça, c'est vraiment, je crois que c'est une peur, je ne sais pas si c'est une peur spécifique, mais notre voisin, là, l'œil de Moscou, peur du regard de l'autre. Peur du regard de l'autre, peur d'être jugé, peur de mal faire. Quoi d'autre? Dis-moi. Peur de voir la fiche des impôts à la fin de D'aller à la boîte aux lettres. Peur d'aller à la boîte aux lettres. Qu'est-ce qui va se passer encore? Exactement. Quoi d'autre? Hein? Peur de l'échec. Et il y a même aussi la peur de la réussite. Trop de réussite fait peur. Comment je vais gérer ça? Trop de bonheur, ça fait peur. Vous imaginez un peu le truc? Peur Oui. Peur d'être soi-même. Peur d'être soi-même. Peur de s'affirmer. Peur de s'affirmer, peur de prendre sa place. N'oublions pas quand même que nous sommes tous arrivés sur Terre. Moi, j'ai perdu mon premier enfant. D'accord? Sauf que tous les trois autres qui sont arrivés, ils prennent leur place parce qu'ils ont une place, ils ont une mission, chacun d'eux. Si on s'incarne, c'est parce que la place est là. Mais celui qui n'a pas envie de l'apprendre, celui qui ne peut pas l'apprendre, celui qui a peur de l'apprendre, celui qui ne veut pas l'apprendre, ça c'est son problème. Il a un gros problème. Parce que nous sommes venus sur Terre pour prendre notre place. Pardon? Pour prendre cette place tellement importante qui va venir me nourrir, mais qui va venir nourrir le monde, nourrir ma famille, apporter à mon voisin, apporter à ma famille et nourrir le monde. Apporter au monde, parce que ma contribution est essentielle. Vous connaissez l'histoire du colibri? On voit un colibri qui y a un incendie dans la forêt et le renard regarde passer le colibri qui prend une goutte dans la rivière et qui va mettre de l'eau dans le feu. Il lui dit, c'est ridicule ce que tu es en train de faire. Bah, je fais ma part. Je fais ma part. D'accord? Bien. Alors on continue parce que moi, comme je m'enflamme, après, j'ai jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 20h. Encore 10 minutes. Encore 10 minutes? Merci Aline. Alors, on a vu, on répond peur, c'est l'horreur, les peurs, les peurs, les peurs. Première chose, si vous voulez grandir, si vous voulez vous affirmer, si vous voulez construire votre estime de soi, qu'est-ce qu'il faudrait faire? N'aie pas peur, on va voir que... Alors, il faudrait... Gérer sa peur. Affronter ses peurs, bon. Déjà supprimer les peurs. On va supprimer les peurs. Il faut déjà balancer, puisque ce ne sont que des croyances, ce ne sont que des histoires qu'on se raconte. D'accord, on va voir. Alors, les peurs. Vous avez compris qu'on se met dans une situation d'attaque ou de fuite. L'idée, le souci, je vous ai dit, c'est que quand on est en stress, quand on est dans ses peurs, ça fait un blocage au niveau du limbique là, on n'arrive pas à se connecter à notre préfrontal. Et résultat, qu'est-ce qui se passe? Vous entendez les copines? Ah oui, mais j'ai un problème, tu te rends compte, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Et puis 3 heures après, la fille, elle est toujours, et là, tu te rends compte, il m'a fait ça, mais je t'assure, mais c'est un problème, c'est pas possible. Et elle est dans le problème en boucle comme ça. Pendant une demi-heure, vous êtes le réceptacle là, de son problème, et elle raconte son problème, et elle ne sort pas de son problème. Forcément, puisqu'elle est en stress, elle ne va pas pouvoir trouver la solution, passer en mode solution. Elle est restée là, elle est coincée en mode problème. Ok. Alors, on continue. Nous venons, regardez, rapide. Alors, vous voyez que nous sommes arrivés, 9 mois, une première vie in utero. On a pris comme une éponge toutes les stratégies mentales de maman, toutes les émotions, du contexte, etc. On arrive, on est, alors il y a de tout. Il y a de la maltraitance, il y a des traumatismes, il y a toutes les mémoires aussi de la généalogie, on va voir ça. L'éducation, selon l'éducation que j'ai, une éducation bienveillante. Oh mon chéri, que tu es gentil, viens, je t'accompagne. Ou au contraire,
allez, une éducation un petit peu plus maltraitante, une scolarité, ou non, ou pas de scolarité, ça aussi ça aide pas, ou ça dépend, des abandons, des rejets, des bonheurs, des grands bonheurs quand même, de l'amour, de la joie, des études, pas d'études, de la trahison ou des rejets, des échecs, des réussites. Tout ça forge ce que je suis, et ce que je suis est unique. Parce que même mon frère, même père, même mère, même maison, même chien, même contexte, même jardin où on courait partout, eh bien il n'est vraiment pas comme moi. Et d'ailleurs, il n'a pas eu la même maîtresse, il n'a pas eu la même copine, il n'a pas eu les mêmes rejets, les mêmes abandons, les mêmes stress, les mêmes angoisses, etc., etc. Et du coup, il a fait des choix que je n'aurais jamais fait. Il a choisi celle de ma belle-sœur. Ça lui appartient, mais bon, je n'aurais peut-être pas fait ce choix-là, je ne sais pas. En attendant, vous voyez bien que chacun de nous, rempli de ces expériences-là, eh bien, nous sommes tous différents et uniques. Une seule empreinte digitale, même des jumeaux. Il y a un aîné, un second, d'accord? Mais le souci avec cette différence-là, ça donne quoi? On est différents, ça amène des différends, des conflits, parce que j'accepte pas que tu te comportes comme ça, c'est n'importe quoi. Mais enfin, d'accord? Donc, évidemment, ça va nous amener à des conflits, d'accord? Alors, moi, je voudrais... On parle d'estime de soi, estime de soi à partir de la barbarie. On a parlé des mémoires. En fait, il faut comprendre, moi je suis un peu passionnée de neurosciences, il faut comprendre comment fonctionne cet ordinateur qui est le cerveau. Regardez. On a un ordinateur, c'est le cerveau. Si vous prenez votre ordinateur, pour le démarrer, il vous faut un programme. Si vous installez le programme Word, ok, qu'est-ce que vous aurez comme résultat en production? Vous aurez une page de traitement de texte qui s'ouvre. On est ok? Si vous installez Excel, qu'est-ce que vous pouvez espérer avoir quand vous ouvrez votre ordinateur? Vous cliquez sur le bouton là de l'ordinateur et vous avez un tableur qui s'ouvre. Vous me suivez ou je suis toute seule là? On est d'accord? Eh bien, figurez-vous que l'ordinateur, c'est exactement ça. Si vous comprenez ça, c'est très simple. L'ordinateur, le cerveau, pardon, c'est exactement comme un ordi, c'est aussi bête que ça. Selon le programme que vous avez installé, vous aurez un résultat. Selon le programme que vous installez, vous aurez un résultat. D'accord? Tout va dépendre du programme que vous installez pour avoir le résultat qui arrive. Vous me suivez? En fait, le cerveau ne reproduit que ce qu'il connaît. Je vous explique. J'apprends à parler le français, le créole. J'arrive au Japon. Qu'est-ce que je reproduis? Qu'est-ce que je parle? À part la langue des signes. Le japonais? Non. Le français, le créole. Vous comprenez? Je ne pourrais pas parler le japonais. Je ne reproduis que ce que je connais, d'accord? Donc si j'ai appris, mes parents m'ont donné des baffes pour me faire avancer. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, leurs parents, leur ont appris qu'avec des baffes, c'est comme ça qu'on se grandit. Et que ça fait pas, et que c'est comme ça qu'on dresse un enfant pour qu'il soit droit. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il n'en est pas mort. J'en suis pas mort. Mais dans quel état je suis, bon, ça c'est autre chose, d'accord? Alors, regardez, on a vu que selon le programme que j'installe, j'ai un résultat, d'accord? Figurez-vous que selon ma pensée, la pensée que j'entretiens, selon la croyance que la pensée, c'est qu'une croyance, je crois que je suis nulle, moi, je ne suis pas à la hauteur, je crois que je ne vais pas y arriver. C'est basé sur rien, c'est juste basé sur une croyance, c'est une croyance que j'ai, qui est entretenue, bon. Selon la pensée que j'ai, le cerveau le prend comme un programme. Le cerveau le prend comme un programme. Il ne va pas vous dire, mais non, t'es super intelligent. Mais non, il prend, t'es nul. Donc, au niveau du résultat, dans mon corps, dans mon comportement, comment ça va se passer, d'après vous? Si je crois que je suis nulle,
suis introvertie, peut-être que je vais développer aussi une maladie. D'accord? Et je vais avoir un comportement qui correspond à ma croyance, tout simplement. Ça va? De la même façon, si j'entretiens mes pensées positives, vous connaissez cette expérience qui a été faite dans une école où on a pris trois classes, dans les classes classiques, il y a des bons, des moins bons, des nuls et des très nuls. Donc ils ont pris les nuls et les très nuls, ils en ont fait une classe, ils leur ont fait passer un test à la fin de l'année, et à la rentrée, ils ont récupéré ce groupe-là. Ils les ont réunis, ils leur ont dit, ils ont réuni aussi des professeurs, et ils ont dit aux professeurs, ils ont sélectionné les professeurs, ils ont dit aux professeurs, on va vous confier tout particulièrement ces enfants, parce qu'on leur a fait passer un test de QI, ils sont enfants à haut potentiel. Donc on vous les confie à vous tous, tout spécialement, pour que vous puissiez vous en occuper. Et on a dit aux enfants, pareil, les nuls et les très nuls, on leur a dit, on a compris pourquoi vous étiez en difficulté, avec le test que vous avez passé, on vous a trouvé les super profs qui vont pouvoir vous accompagner. À la fin de l'année, c'est les meilleurs de l'école. Le test de QI, d'accord, c'était que du pipeau. Pourquoi? Tout va dépendre de ce que j'ai dans ma tête, tout va dépendre de ce que je crois. Tout va dépendre de ce que je crois, quelle est ma croyance. Je ne parle pas de croyance religieuse, on est d'accord. Ok? Regardez, si c'est ça qu'on m'a donné à croire, que je viens de l'esclave avec toutes ces horreurs, j'ai tapé esclave, image, mais c'est à vomir, je veux dire, c'est juste, c'est monstrueux, de barbarie, comme je disais. Ok? Si on me fait croire que je viens de là, comment je peux être? Quelle identité, quelle estime de moi je peux avoir? Ok? Et du coup, si je prends ça dans mon cerveau, en prenant toutes les mémoires de violence, de souffrance, d'aliénation, parce qu'on ne me parle pas du résistant, on me parle de choses terribles. Comment est-ce que je peux être debout? Je ne sais même pas comment on peut arriver à être debout avec ça. D'accord? Parce que en plus, dans les images qu'on voit, neg, côte neg, neg, van neg, c'est le noir en plus qui sinon il est bourreau et il est victime. C'est ça qu'on nous montre. Allez, regardez, vous avez juste esclave l'image, allez voir un peu, c'est hallucinant. Mais moi, je me suis posé la question à un moment, à quoi il ressemble le barbare, véritablement, qui a conçu ce projet-là pour un être humain? D'accord? Donc, quand on se crée avec ces mémoires-là, quand on se crée avec cette croyance-là, qu'un noir, c'est quoi? Le noir, il est rien, le noir, il est pauvre, le noir, il n'est pas à la hauteur, il n'est pas intelligent de toute façon. C'est inscrit, on le sait. Le noir va parcourir, parce qu'il a des capacités physiques, il est en général costaud. D'accord? Et puis c'est bien dansé. Bon, à part ça, le noir, elle est où la représentation du noir qui réussit? D'accord? Donc si je me construis avec ça, vous comprenez bien, il va y avoir un sacré problème en termes de résultats. Alors moi, je me suis quand même posé la question, moi je voulais voir l'autre version de l'esclavage, je veux voir l'esclavagiste. Alors, je suis tombée sur une image. Alors, ce sont deux beaux. Alors, vous avez vu, ils sont beaux, ils sont bien habillés, ils ont des belles chaussures, les choses sont super beaux. Et puis, ils discutent entre eux. Alors, il y en a un qui dit abolir l'esclavage, vous les abolitionnistes utopiques, c'est en anglais, hein, je ne sais pas si vous voyez, non, c'est trop petit. Je vous traduis. Abolir l'esclavage, vous les abolitionnistes utopiques, vous avez vraiment besoin de vivre dans le vrai monde. Je suppose que bientôt, vous me direz que des machines magiques viendront ramasser le coton quand nous les libérerons. Ces premiers libertaires n'avaient pas... bon, il y a un truc là, je
D'accord, ok. Voilà l'image qu'on a de l'esclavagiste et l'image qu'on a de l'esclave. C'est ça, puisque nous venons de l'esclave, c'est ce qu'on nous a fait croire. D'accord? Donc, vous comprenez bien que toutes les maladies dont on parlait, tous les mal-être, toutes les horreurs dont on parlait là tout à l'heure, ok? N'oublions pas, tout ça, eh bien, ça vient de là, ça vient de nos croyances. Ça vient de nos croyances qui se perpétuent de famille en famille, de famille en famille. Parce que la mémoire, elle continue. Figurez-vous qu'on devrait être des êtres neufs. Pourquoi? C'est la naturopathe qui parle. En fait, nos cellules, les cellules des yeux, les cellules de la peau, les cellules du cœur, les cellules de... Bon, elles meurent et elles renaissent. En gros, il faut compter 3 semaines pour que tout le monde soit mort au moins une fois et puis on le voit sur la peau, mais c'est pareil pour toutes les cellules. Alors, on devrait être à tout neuf, on devrait pas être malade. Pourquoi, d'après vous, on est dans l'état dans lequel on est? La mémoire qui se perpétue, et on parle de gènes, de machin, pas du tout. Ce n'est qu'une histoire de mémoire, de croyance. Quand j'entends mon père qui me dit « M'en pas ni en pied qu'à secouer dès que je lui demandais un centime. M'en pas ni en pied qu'à secouer. » Comment je vais me faire la représentation de gagner de l'argent, de réussir avec de l'argent, à être dans l'abondance? C'est juste impossible. Puisqu'un pied, ça se secoue, une fois que ça se secoue, il n'y a plus de récolte, il n'y a plus rien, et tu es dans la galère. D'accord? Eh bien, toutes nos croyances, tout ce qu'on a entendu, il y a du bon, la preuve, regardez. On s'en sort. Mais tout le reste qu'il faut décoiffer, là, il faut enlever les toiles d'araignée, c'est à éliminer. Toutes ces croyances qui nous ramènent à cette petitesse, à cette misère, à ce manque d'estime de soi, il faut balayer tout ça. Toutes nos peurs, toutes nos croyances à la noix. D'accord? Je suis pas toute seule, ça va? Alors, on continue. D'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour s'en sortir alors? Comment allons-nous faire pour nous dégrainer de cette horreur, de cette barbarie? Il faut savoir connaissance. Il faut avoir la connaissance. C'est pour ça qu'on s'est évertué, le groupe Kadifa, à apporter de la connaissance. Moi, je ne savais pas. Alors, j'entendais ce que ma mère me disait, ce que mon père me disait, et puis je le croyais, puisque c'est ce qu'ils me disaient. Mais eux-mêmes ne savaient pas, c'est ce qu'on leur a dit. Vous comprenez? Donc, si je reproduis comme ça sans savoir, et ben voilà. Donc, la connaissance libère. La connaissance libère. L'éducation, elle est à moitié débiellée, donc ça ne va pas. Donc la connaissance, on va prendre ce qui est bon de l'éducation, mais il y a des trucs qu'il faut changer, puisque il faut que ça évolue. Donc, allez chercher, on a des livres extraordinaires, on a des conférences extraordinaires, il y en a partout maintenant. La connaissance émerge. Allons voir une autre histoire que celle qu'on nous a bassinée pour nous asservir. D'accord? Tout à fait. Alors, vous voyez bien que si je me construis avec des idées de barbarie, de violence, de viol, comme disait monsieur, de viol, d'humiliation, de déshumanisation, de négation de mon humanité, c'est clair qu'il n'y a même pas besoin d'aller voir ni génétique, ni épigénétique, c'est pas possible. D'accord? La pensée, le programme, il est installé, il est distillé à petite dose tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Avec des idées négatives, des idées, des informations dans les négatives de tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok? Voilà ce qui continue. Et du coup, le cerveau, il prend ça comme un programme, il vous amène le résultat. La maladie, le mal-être, le malaise, un comportement pourri, etc. Qu'est-ce qui serait peut-être plus intéressant? Si je commence à me dire, waouh, mais attends, mais l'Afrique est à l'origine de l'humanité. Ça voudrait dire quoi, ça? C'est qu'ils étaient grands, ils étaient forts, ils étaient puissants, ça veut dire quoi? La première culture, la première histoire, le premier peuple,
passer là, sur la scène. Vous imaginez un peu? Mon m'a fait croire que j'étais moins que rien. Je suis peut-être dans ma grand-mère. Ouais, ma grand-mère était géniale, ça c'est clair, mais sa mère aussi, et sa mère venaient d'une population extraordinaire. De peuples qui ont inventé les sciences, on a eu Kalalo Motouné qui nous a expliqué ça, inventé les mathématiques, les sciences, l'astronomie, l'astrophysique, le docteur de Bachelot nous a expliqué la médecine, la chirurgie, était initiée par les Africains. Pythagore qui a tout volé, Thalès qui a tout volé, mais c'était africain. Mais si je me raccroche à cette histoire-là, moi je me sens jamais, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. D'accord? Donc vous voyez que quand je commence à m'intéresser avec une pensée positive, une pensée puissante, je commence à avoir des croyances qui sont des croyances, waouh, qui me portent. Ben forcément, comment je vais être dans mon corps? Comment il va fonctionner mon cerveau là? Qu'est-ce que je lui donne comme bonne vitamine? Comme bon programme, d'après vous? Oui. D'accord? De la santé et de la réussite. Forcément. Et du coup, je vais aller chercher des vrais modèles. Quels sont nos modèles? On en a des... Clapopo va nous expliquer ça, des modèles incroyables. On a oui, Djouti, il est parti. Djouti Biyom, qui est un bédéiste camerounais, qui nous a fait l'honneur de nous présenter sa bande dessinée qu'il a terminée justement pour la décade que nous avons organisée, Kandaka. Il nous parle d'une femme africaine qui a défié César, qui même quand elle a été blessée, elle a perdu un œil, elle lui a foutu la pâtée, parce que c'était une femme puissante, une femme combative qui avait une puissance militaire et qui a défié César. On n'en parle jamais, vous avez entendu parler de cette histoire-là? On a Lumina Sophie, on en a plein. Sylvia Servin, lisez le livre de Sylvia Servin qui a été la marraine de l'événement, qui a fait un livre extraordinaire, Reine d'Afrique et de la diaspora noire, qui nous parle de ces femmes combatives, de ces femmes d'intelligence, de science, des Amazones, des femmes extraordinaires jusqu'à aujourd'hui. D'accord? On a des penseurs, des anthropologues, historiens. Cheikh Anta Diop lisait ça, c'est extraordinaire. On a l'homme le plus riche d'Afrique, des milliards, il est plus que milliardaire, plus que tous le Nigeria, vous connaissiez ça? Moi j'aime bien m'identifier à ça, avoir un modèle qui ressemble à ça, et du coup je me sens mieux. Je me sens vraiment remplie de puissance intérieure, de force. Ça me donne une énergie qui me permet d'avancer, qui me permet de balayer toutes mes peurs. J'en ai rien à cirer, moi, de ce qu'on peut croire de moi, ce qu'on peut penser de moi, je m'en fous. Comme je disais à une amie, mais sois égoïste, occupe-toi de toi. Occupe-toi de toi, grandis pour pouvoir aider l'autre à grandir, mais occupe-toi d'abord de toi. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller sauver l'autre alors que tu es déjà bancal? Occupe-toi de toi, occupe-toi de grandir en force intérieure. Et là, tu vas pouvoir être dans ta mission, dans ton rôle, et là, tu vas pouvoir aider à apporter au monde. Oui, parce qu'il nous faut prendre notre place. D'accord? Alors, évidemment, quand je suis comme ça, je suis pleine d'énergie, j'ai de la santé. Je ne peux pas tomber malade, c'est impossible. Yes. On va applaudir bien fort Madame Sonia Remus, performa le travail Je n'oublions pas quand même qu'un arbre a besoin de racines pour se déployer. On est bien d'accord. C'est pas possible sans ça. Et Kadipa, avec le K, bien avec nous, Kadipa nous permet justement de nous ancrer dans nos racines. Et je vais te passer la parole à M. Garçon-Martin. Bravo à Madame Sonia Remus, la coordinatrice du Kadipa. Elle a fait un travail extraordinaire. Nous sommes plusieurs, plusieurs associations, avec M. Garçon-Martin. Et elle a pris tant de temps pour porter tout ce travail, ce décade de 10 jours, depuis samedi dernier, jour après jour, dans plein de communes de la Martinique.
Capopo maintenant. Banyayani. On va applaudir monsieur Garce Malsa. On applaudit M. Garce Malsa avec son association, le CNR, pour les réparations, un travail extraordinaire, un travail de titan qu'il mène depuis tant d'années, presque seul. C'est ma dernière énergie ici, Gabriel. Mais il y a quand même des personnes avec lui pour que nous puissions. Mardi dernier, il était à Paris pour les réparations. Un travail de titan. Applaudissons monsieur Garce Malsa. Demain, quand vous viendrez à la clôture. D'accord? Demain. Demain, c'est pas la peine. Monsieur Amand fini d'arriver là. Il vient d'arriver. Merci d'être là avec nous. Un tonnerre d'applaudissements pour M. Garce Malsa. C'est ma dernière énergie ici. Le CNR, pas la Sylvia, non. le CNR, le mime et l'écologie D'accord, merci. avec la Sopama. Applaudissez monsieur Garce Malsa, un père fondateur qui a ouvert bien des portes. Et maintenant, sans plus tarder, nous allons applaudir monsieur Clapopo. D'accord. Donc, merci. Monsieur Clapopo.